Donc, je m'appelle Olivier, c'est moi le monsieur des ontologies, dont on a parlé un peu plus tôt. Je suis étudiant à la maîtrise en philosophie à l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais venir présenter des problèmes davantage d'ordre philosophique qui ont à voir avec l'intelligence artificielle, mais pas non plus, si vous avez vu l'entrevue de M. Benchio hier soir, il parlait beaucoup de... Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, si vous avez vu M. Benchio hier soir, il parlait beaucoup de problèmes éthiques par rapport à l'intelligence artificielle. Je vais davantage m'intéresser à des questions d'ontologie, comme le titre de la présentation le suggère. Dans le cadre de ma maîtrise, je travaille avec le groupe interdisciplinaire en informatique de la santé, le GRIS, qui est à l'Université de Sherbrooke. Donc, le GRIS, comme le nom de l'annonce, c'est une équipe interdisciplinaire. On retrouve des informaticiens qui ont l'air un peu fous comme ça. On retrouve des médecins qui, justement, comme on le mentionnait, vont fournir les connaissances du domaine pour bâtir les ontologies. Et on retrouve des philosophes. Donc, au GRIS, on est deux, mon directeur de maîtrise, Adrien, et moi. Donc, je n'ai pas choisi n'importe qui ce soir. On est Platon et Aristote. Puis on discute comme ça à l'université, on se promène. Donc, puis sérieusement, donc, on est là pour finalement faire, je vais expliquer durant la présentation, c'est l'objectif ce soir, expliquer en quoi est-ce que notre travail finalement contribue à la construction des ontologies pour traiter les bases de données un peu comme on posait plus tôt à Marianne. Donc, ce qu'on fait au GRIS, il y a plusieurs projets, mais l'objectif principal, c'est bâtir ce qu'on appelle un système de santé apprenant. Donc, il y en a un qui a été conçu en France. Au GRIS, le projet s'appelle le projet PARS-3. Puis l'idée, c'est qu'au fond, on a des données dans le milieu clinique, donc avec les médecins, finalement, qui voient des patients. Et on a des données de recherche et il n'y a pas de communication entre les bases de données de ces différents milieux-là. Je vais expliquer pourquoi à la prochaine diapositive. L'idée d'un système de santé apprenant, c'est justement de permettre cet échange-là entre le milieu clinique, le milieu de la recherche et vice-versa, de manière à améliorer les soins de santé pour les gens qui consultent les médecins et de manière à améliorer la recherche aussi, avoir accès à plus de données. Évidemment, ça soulève toutes sortes de questions sur qui devrait avoir accès aux données, comment on devrait pouvoir les utiliser, mais ce n'est pas l'objet de la présentation ce soir. Et la prétention de ça, c'est qu'on va pouvoir tirer plus de connaissances, finalement, à partir des données qu'on a, qui, pour le moment, sont dans les bases de données et ne sont pas toujours utilisées de manière optimale. Le problème qu'on a lorsqu'on veut faire ça, c'est un problème qui a été surnommé la tour de Babel des systèmes d'information. Donc, dans le mythe biblique de la tour de Babel, les êtres humains décident de construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et au moment où ils commencent à construire, tous les êtres humains parlent la même langue. Donc, ça va bien, ils peuvent discuter ensemble, ils peuvent coopérer. Puis, à un moment donné, Dieu n'est pas très content parce que c'est l'Ancien Testament. Puis, il décide qu'il ne veut pas que les êtres humains réussissent à construire la tour, finalement. Donc, il leur fait parler toutes sortes de langues différentes et ça fait en sorte que les êtres humains n'arrivent plus à coopérer et à construire la tour de manière efficace et finissent par abandonner le projet. On se retrouve dans la même situation avec les systèmes d'information partout, et donc dans le système de la santé aussi, au sens où les bases de données ne sont pas toutes construites sur les mêmes bases. Donc, quand on veut faire de l'échange de données d'une base à une autre, on peut perdre de l'information peut être mal interprétée par la deuxième base de données, etc. Pardon. Donc, on peut perdre de l'information peut être mal interprétée, c'est ce qu'on appelle un défaut d'interopérabilité sémantique. Et l'idée d'une ontologie, c'est de définir une base sémantique pour les bases de données pour éviter ce genre de problème-là et permettre que les données soient échangées sans qu'il y ait des pertes d'informations de ce genre-là. Donc, quand on fait de l'ontologie appliquée, je ne suis vraiment pas calé en intelligence artificielle, même si le thème de la soirée, c'est l'intelligence artificielle. Mais on est du côté de ce qu'on appelle de l'apprentissage machine supervisé. Donc, on n'est pas du côté des machines qui apprennent à faire des tâches complexes, comme on parlait plus tôt. On est vraiment plus du côté où est-ce que finalement on dresse la machine, si on veut. On lui propose un cadre à partir duquel elle va faire son travail, ses déductions. Puis on lui apprend à reconnaître ce qu'on veut qu'elle reconnaisse, mais on part toujours de l'idée
qu'on lui fournit une base au départ, une base de données. Donc, nous, on va définir la base sémantique, comme j'ai dit, puis après ça, on va faire des tests avec des cas plus faciles. On va aller vers des cas plus difficiles, puis à partir d'un certain moment, on va dire, d'accord, cette ontologie est fonctionnelle, on peut l'utiliser dans un milieu pratique. D'accord. À quoi ça ressemble grossièrement? Donc, au centre de l'écran, vous avez une maison. Puis, ce qu'on va faire dans une ontologie, c'est qu'on va commencer par définir les catégories qu'on va avoir dans notre ontologie. Donc, par exemple, maison, bâtiment, toit, porte, etc. Et ensuite, on va placer ces catégories-là en hiérarchie. Donc, on va dire une maison, c'est un bâtiment. Un bâtiment, c'est un objet artificiel. Un objet artificiel, c'est une entité matérielle. En général, on fonctionne à l'inverse. On commence par définir les catégories les plus générales, puis à classer ce qui vient en dessous. Quand on a seulement ce type de relation-là, on parle d'une taxonomie. Puis quand on va avoir une ontologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir d'autres relations que les relations taxonomiques. Donc, on va définir, par exemple, les relations de tout à partie. Donc, on va dire, ben, la maison, ça a comme partie un toit, ça a comme partie une porte, ça a comme partie un mur. On peut définir toutes sortes de relations de ce genre-là. Donc, par exemple, on a une maison bleue. La maison bleue a comme propriété la couleur bleue. D'accord? Quand on a des relations, quand on a davantage que la relation de taxonomie, c'est une ontologie. On utilise un logiciel qui s'appelle Protégé, qui est un logiciel open source. L'exemple que j'ai mis à l'écran, c'est une ontologie du système solaire qu'on a bâti dans un cours. Là, donc, c'est un exemple simple. Dans le cadre du GRIS, on l'utilise pour le système de santé. Donc, on va avoir des ontologies, par exemple, des tests de laboratoire, des ontologies des prescriptions de médicaments, des choses comme ça. Ici, je pars d'un exemple relativement simple. Donc, vous voyez, à votre gauche, à votre gauche, vous avez la taxonomie. Je ne parlerai pas des catégories qui ont des noms un peu bizarres en haut. Je vais parler de la catégorie qui est sélectionnée ici, donc corps astronomique, qu'on reconnaît plus facilement. Donc, on bâtit notre taxonomie de cette manière-là et après, on va définir les termes. Donc, quand on veut définir le terme, on va toujours spécifier, par exemple, un corps astronomique, c'est un objet, parce que c'est la catégorie qui se trouve juste en haut de celle qu'on est en train de définir. C'est un objet et ensuite, on va spécifier qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cet objet-là. Donc, par exemple, qui existe dans l'espace et qui est tel que ses parties constituantes sont collées spatio-temporellement. D'accord? Puis ensuite, on peut ajouter, vu que c'est un travail qui se fait en équipe, d'accord, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, on peut ajouter des commentaires pour les autres. Donc là, j'avais écrit, bon, ben, je suis pas trop sûr de l'histoire des parties constituantes, c'est peut-être un peu étrange. Qu'est-ce qu'on veut dire par ces collés spatio-temporellement, etc. Puis tranquillement, on raffine la définition de la classe, d'accord? Et ce qu'on va aller préciser dans l'autre fenêtre qui est en bas, c'est les axiomes qui définissent la classe. Donc ici, il y a seulement l'axiome d'appartenance à la catégorie objet, mais si vous regardez juste en haut, on pourra en ajouter d'autres pour dire, par exemple, un corps astronomique, ça a comme partie un noyau, quelque chose comme ça, d'accord? Ou une planète, ça a comme partie un noyau, des relations de ce genre-là. Et quand on a toutes les relations qu'on croit qu'on a besoin d'avoir pour définir la catégorie, on en fait une classe définie. OK. En philosophie, donc, on va travailler avec des ontologies de haut niveau, comme la Basic Formal Ontology, c'est celle avec laquelle on travaille. Pourquoi la Basic Formal Ontology? Ils ont adopté ce qu'on appelle une méthode réaliste de construction des ontologies, je vais revenir là-dessus après, qui fonctionne assez bien finalement pour construire les ontologies, qui évite certains problèmes que je vais aborder en fin de présentation. Et qui est largement utilisé dans le domaine biomédical. Donc, il y a un dépôt d'ontologie qui s'appelle la OBO Foundry, donc la Open Biomedical Ontology for Medical Science, quelque chose comme ça, et qui utilise cette ontologie-là. Donc, si vous voulez proposer une ontologie pour ce dépôt d'ontologie, vous devez utiliser BFO. Et ce qu'on fait, c'est qu'on définit des catégories très générales qui se retrouvent dans tous les domaines scientifiques. Du moins, c'est la prétention. Donc, par exemple, les qualités, les entités matérielles, les processus, des choses de ce genre-là. Il y a des noms un peu plus étranges. Je ne les aborderai pas, là, c'est un peu technique. Et personnellement, si vous regardez un peu vers le milieu de l'écran, donc vous avez les entités réalisables.
Moi, je travaille sur le risque dans le domaine biomédical et je travaille avec la catégorie disposition, donc des pouvoirs causaux. C'est des propriétés comme la fragilité d'un verre, par exemple. Donc, si vous dites un verre est fragile, vous dites en quelque sorte, si le verre subit un choc, il va se briser. Mais ce n'est pas quelque chose que vous observez directement à propos du verre, c'est quelque chose que vous observez quand le verre se brise. Et là, à ce moment-là, vous constatez, vous saviez avant que le verre était fragile, mais vous constatez à ce moment-là que le verre s'est bel et bien brisé et qu'il était bel et bien fragile. Donc, j'ai parlé de la méthode réaliste. Donc, au début, ça fait, disons, quinzaine, vingtaine d'années, quand on a commencé à développer ces ontologies, on travaillait avec ce qu'on appelait une méthode conceptualiste. Donc, on disait que les catégories générales qu'on retrouve dans l'ontologie sont des concepts. Puis on définissait des concepts comme des unités de pensée, comme des idées. Du côté de la méthode réaliste, c'est ce qu'on a proposé. On a dit non, ce qu'on définit, c'est les entités, c'est ce qui se trouve dans le monde, c'est pas ce qui se trouve dans la tête des gens. D'accord? Et ça peut sembler, ça peut sembler être des débats très philosophiques, mais il reste qu'au moment de construire les ontologies, ça fait des différences. On va voir, par exemple, les confusions entre usage et mention. Ça fait des différences parce que lorsqu'on va vouloir définir, si on est conceptualiste, on va toujours être finalement en train de définir des idées, des concepts, des choses comme ça, puis on ne sera pas en train de parler, par exemple, de l'ordinateur lui-même qui se trouve sur le pupitre. On va parler de l'idée d'ordinateur que j'ai dans ma tête quand je regarde l'ordinateur, par exemple. Donc, un problème que ça pose, c'est un problème assez bien connu en philosophie, c'est ce qu'on appelle le problème d'usage-mention. Donc, on peut utiliser un terme en usage pour parler de l'entité dont on parle, ou on peut utiliser le terme en mention pour parler du concept lui-même ou du mot lui-même. Donc, si, par exemple, je peux dire en usage, un chat est un animal qui a 4 pattes, puis en mention, je peux dire chat est un mot qui a 4 lettres. D'accord? Donc, dans un cas, je parle de l'animal, dans l'autre cas, je parle du mot. Et dans les ontologies conceptualistes, on avait tendance justement à faire des définitions où on confondait ces choses-là, d'accord? Donc, quand ils définissent être vivant, par exemple dans la Health Level 7 International, on va dire c'est un sous-type de la catégorie entité. Donc, déjà, on dit être vivant, c'est une classe dans une ontologie. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est dans le monde, on est en train de parler de quelque chose qu'on a situé dans l'ontologie elle-même, qu'on définit. Et on dit, donc, un être vivant, ça représente un organisme. Donc, ce n'est pas l'organisme lui-même, ça le représente. Ce qui est vraiment autre chose, finalement. C'est un peu comme si je disais, vous avez une photo, puis vous avez ce que vous avez pris en photo à côté, puis là, je vous dis, en fait, ça, l'entité, c'est la photo. Donc, la photo représente l'entité, mais là, quand je veux définir l'entité, je vous parle de la photo, ce qui peut poser des problèmes. Puis c'est des distinctions qu'on va vouloir faire aussi quand on parle justement de connaissances médicales et de choses de ce genre-là. Donc, si je complète la définition, qui représente un organisme ou un animal complexe, et là, c'est très drôle, vivant ou non. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est la définition de être vivant, mais un être vivant, ça peut ne pas être vivant. Bon, les choses qui arrivent. Un autre problème, c'est les problèmes d'ambiguïté. Donc, quand on a des définitions qui laissent entendre qu'un mot pourrait avoir plusieurs sens. Donc, par exemple, la définition de eau dans la International Classification of Nursing Practice, la définition est très longue pour ce que ça a besoin de dire. Donc, on dit c'est un type de phénomène infirmier. Donc, déjà là, si vous n'êtes pas en train de vous faire soigner, c'est pas de l'eau. Ensuite, d'un environnement physique qui a les caractéristiques spécifiques suivantes, liquide clair composé d'hydrogène et d'oxygène. Donc, scientifiquement parlant, la définition de l'eau, c'est effectivement la molécule composée d'hydrogène et d'oxygène. Puis on a un problème d'ambiguïté ici parce qu'on parle de liquide clair et on parle ensuite d'atomes, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, on a deux niveaux de granularité différents qui se chevauchent. Donc, notre niveau à nous, on voit l'eau, c'est un liquide clair. Puis ensuite, il y a le niveau atomique, on parle d'hydrogène et d'oxygène, puis ça fait en sorte que c'est dur de comprendre exactement de quoi on parle, parce que si on était capable de voir des atomes, probablement que ce qu'on verrait, ce n'est pas un liquide clair, d'accord? Qui est essentiel à la vie de la plupart des plantes et animaux et qui influence la vie et le développement des êtres humains.
Encore là, ici, c'est des éléments dans la définition qui sont relativement superflus. Ça serait suffisant de dire c'est cette molécule qui est composée d'hydrogène et d'oxygène, puis on comprendrait c'est les conditions suffisantes et nécessaires pour expliquer ce que c'est que de l'eau. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans qu'on pourrait enlever et qui rendent la définition difficile à comprendre finalement, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça va s'appliquer exactement. Il faut toujours penser à ça aussi dans la perspective où c'est un ordinateur qui est en train de chercher des données dans une base de données. Donc, s'il y a beaucoup de superflu comme ça, ce qu'il va trouver va être très spécifique, puis il va laisser de côté beaucoup de données qu'on voudrait qu'il prenne en considération. Un dernier problème, c'est le problème de circularité dans les définitions. Donc, une définition est circulaire quand le terme qu'on cherche à définir, je ne dirais pas mentionné, le terme peut être mentionné, mais il est utilisé pour définir le terme qu'on veut définir finalement. Ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre la définition parce que précisément on lit la définition pour comprendre qu'est-ce que le mot veut dire, mais le mot qu'on ne comprend pas est dans la définition. Donc par exemple, dans la first... Oups, pardon, je pensais que quelqu'un disait quelque chose. Dans la First Healthcare Interoperability Resources Specification, on définit la nourriture comme une entité naturelle transformée et manufacturée qui est utilisée comme nourriture par les humains et les animaux. Mais donc, évidemment, si on ne sait pas déjà ce que c'est que la nourriture, on ne comprend absolument rien à la définition. Donc, ça, c'est 3 problèmes assez généraux qu'on rencontre dans les ontologies, puis que les philosophes vont aborder, finalement, puis qui montrent que ce n'est pas suffisant, finalement, d'avoir simplement un médecin qui passe les connaissances à l'informaticien, puis qui lui dit « oui, pitonne ça, puis ça va être correct, ça va être réglé ». On a besoin de faire du ménage dans ces choses-là pour que ça soit aussi précis que possible. Je finis ici, donc il y a aussi des problèmes plus spécifiques. Moi, comme je disais, je travaille sur le risque. Dans le cadre des risques, je définis ça comme un pouvoir causal. Donc, je vais aborder des problèmes philosophiques qui sont relatifs à la causalité aussi. Donc, comment on explique qu'il y a de la causalité dans le monde? Est-ce qu'il y a de la causalité dans le monde? Et relatif au désir aussi. Donc, quand on parle d'un risque, on parle de quelque chose qui est indésirable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qualifier que quelque chose est indésirable? Est-ce que c'est quelque chose qui est objectif dans le monde? Est-ce que ça dépend du point de vue de quelqu'un? Etc. Donc, juste pour reprendre rapidement, les ontologies appliquées, c'est des outils d'annotation des données pour permettre aux bases de données de communiquer efficacement entre elles. L'ontologie, c'est une discipline philosophique dans laquelle on analyse le général pour représenter et classer ce qu'on voit au niveau particulier et les connaissances des domaines scientifiques. Puis, les philosophes en ontologie appliquée, bien, on corrige des imprécisions et on résout des problèmes philosophiques qui sont relatifs à des entités assez spécifiques. Merci.